Merci beaucoup, Dr Collins. Maintenant, nous allons passer à la séance de questions-réponses. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Alors, je n'arrive pas à commencer les vidéos. On l'a, c'est bon? Très bien. Le Dr Collins est là. Si on n'entend pas bien, nous avons beaucoup de questions pour vous. Mais nous allons donc essayer. C'est parti. Nous allons partir de l'intolérance à la lactose avec le syndrome de l'Ehlers-Danlos. Je pense que c'est commun en général dans la population adulte, c'est assez habituel. Et c'est vrai que c'est pour ça, donc c'est aussi commun pour le syndrome de l'Ehlers-Danlos. C'est la même chose, l'intolérance à la lactose. Que je sache, il n'y a pas de publications qui nous disent que des personnes qui ont le syndrome de l'Ehlers aient plus de probabilité d'être intolérants à la lactose. Mais bon, si vous avez le CED et vous êtes intolérant à la lactose, peut-être bien sûr qu'il faut insister de ne pas inclure la lactose. Quelle est la meilleure boisson pour les personnes qui ne peuvent pas consommer des aliments solides pendant très longtemps? Oui, c'est une question qu'on me pose souvent et c'est difficile à répondre parce que nous sommes tellement différents. On ne peut pas donner une réponse unique. Le problème avec les boissons énergétiques, c'est que il faut voir quels sont les nutriments exactement, pas seulement les protéines, mais aussi les lipides. Et c'est difficile de donner des carbohydrates et des graisses. Quand on parle des types de protéines, beaucoup de personnes peuvent avoir des mauvaises tolérances à certaines protéines. Par exemple, le supplément de protéines le plus populaire ou la boisson énergétique. Nous avons Ensure aux États-Unis. Nous le voyons souvent. Et quand on regarde les ingrédients, on voit que c'est mal toléré par beaucoup de patients car ils ont peut-être des intolérances personnelles à la lactose, effectivement, produits laitiers. Donc j'y vais au cas par cas avec mes patients et je leur dis, parce que je vais voir ce qu'ils tolèrent bien, peut-être qu'ils tolèrent mieux certaines sources de protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Il y a beaucoup de sources de protéines. Donc ce qui fonctionne pour une personne ne va pas forcément fonctionner pour les autres. L'une de mes marques favorise cette protéine, mais je ne le recommande pas à n'importe qui parce qu'il y a une grande variété d'herbes dedans, d'aliments végétaux, donc il faut voir si les personnes les tolèrent. Et si quelqu'un ne peut pas prendre d'aliments solides, ils doivent passer par un régime liquide. Bien sûr, il faut qu'ils comprennent qu'ils n'essaient pas seulement d'avoir des calories, pas un certain niveau de sucre pour avoir de l'énergie. Il faut malheureusement faire ces essais et passer par ces erreurs. C'est des essais et de l'erreur. Si on a un historique passé de problèmes, que manger en fait pour avoir une rechute, pour comment gérer les problèmes avec le syndrome de l'Ehlers-Danlos. C'est pour ça qu'on a besoin d'une approche multidisciplinaire. J'ai des patients qui sont venus me voir au cabinet et qui ont des antécédents de troubles de l'alimentation. Donc c'est utile de les encourager à ce qu'ils participent, que j'ai dans l'équipe des personnes qui ont été clés dans le succès de ce patient pour résoudre ces problèmes d'alimentation. Je leur demande de parler avec moi, qu'ils m'expliquent, qu'on parle, car ce n'est pas une solution simple. Je ne peux pas dire, tiens, je vais te donner un régime alimentaire pour que ça aille bien. Non, je vais peut-être mettre des restrictions pour protéger, pour éviter que cette personne ait des réponses qui viennent des antibiotiques lorsqu'on mange quelque chose qu'on ne peut tolérer pas bien. Donc la clé, c'est que nous puissions tous manger ensemble pour arriver à la bonne stratégie. Et pour cela, il faut que chaque cas soit unique et soit traité de cette manière. Pour ceux qui ont un CED hypermobile, est-ce qu'il y a une plus grande prévalence d'anémie, de manque de fer, et quelque chose qui ne répond pas bien au supplément de fer? Oui, j'ai beaucoup de patients qui me disent qu'ils ont des anémies, des manques de fer. Je crois que c'est encore un problème multifactoriel. Souvent, ils ont des inflammations intestinales
Donc c'est dû au manque de certains nutriments, des nutriments multiples, mais on voit aussi que les apports en fer sont importants. Et il y a beaucoup de personnes dont les médecins on leur dit de prendre des suppléments de fer, et ce qu'ils recommandent, c'est un supplément de fer qui n'est pas cher. Slow-FI aux États-Unis. Et je le recommande à mes patients. Je dis que s'ils n'ont pas réussi à aborder leur déficience de fer, je recommande d'autres suppléments. Il faut s'assurer qu'il y ait des suppléments de vitamine C qui soient pris en plus du glucomate ferreux par exemple. Et il faut s'assurer donc qu'on ait des aliments riches en vitamine C en plus des suppléments de fer ou alors des suppléments de vitamine C également. Merci. Il y a tellement d'avis différents sur les régimes anti-inflammatoires, vegan, keto, paléo. Euh, Est-ce qu'il y en a qui sont mieux tolérés ou est-ce que vous pensez qu'il y a des régimes qui fonctionnent mieux? Enfin, oui, vous avez dit la réponse dans la question. En fait, il y a tellement de régimes alimentaires possibles et la plupart des régimes sont définis soit sur une base scientifique ou idéologique. Par exemple, pour le régime keto, là on parle d'aliments qui vont remuer le corps parce qu'il y a beaucoup de glucose. On va utiliser ça comme combustible. Et il y a des régimes qui nous disent quand on passe à ce type de métabolisme, il y a beaucoup de personnes qui ne le tolèrent pas car il y a un effet sur les métabolismes, sur le cerveau. Ça peut arriver à des symptômes psychiatriques. Et quand on parle de régimes qui ont un effet sur sur le système immunitaire, c'est comme le régime paléo, c'est souvent très à la science. Souvent, on pense qu'on le fait parce que dans ce régime paléo, il n'y a pas tellement de substances chimiques. Toute influence, c'est sûr, mais d'un point de vue scientifique, c'est une liste très complexe de ce qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. On le donne à une personne qui en soi est unique. C'est une personne qui a ses propres circonstances, qui s'est alimentée d'une certaine manière toute sa vie, qui a eu des problèmes de santé de différents types. Donc ce que je fais avec les patients, alors je leur dis que le point de départ pour un régime qui soit bon d'un point de vue nutritionnel santé, qui n'encourage pas l'inflammation, eh bien il faut voir ce qu'on tolère pas, ce qui génère une inflammation quand on suit les régimes. Et les patients veulent quelque chose de pratique, qui puissent suivre des recettes, une liste de repas. En général, on essaye de deviner, bien sûr, mais si on fait attention à ce qu'ils mangent, ce qui fonctionne pour eux, eh bien, c'est utile plus que pour les autres. C'est un protocole anti-inflammatoire, en fait. C'est un argument qui est circulaire, et puis j'ai la sensation qu'il s'agit d'essayer et de voir qu'est-ce qui fonctionne. Qu'est-ce qui est utile pour l'activation mastocytaire, le syndrome de l'or dans l'os? Alors il y a des publications bien sûr qui analysent quel est le rôle joué. Par exemple le rôle du gingembre ou d'autres. Ça fait des millénaires. Curcume, c'est un ingrédient clé de beaucoup de régimes asiatiques, dans beaucoup d'écuries. Ça a été analysé scientifiquement parce que pour beaucoup de personnes, ça soulage les douleurs. Par exemple, quand elles ont des problèmes inflammatoires dus à des réponses immunologiques. Mais on parle des curcuminoïdes, des curcumines, ce sont les ingrédients actifs du curcuma. Et on a vu que lorsque l'on combine ceci avec la pépérine, ce sont les ingrédients actifs du poivre. Souvent,
les gens mettent du curcuma, ils mettent de l'huile, ils mettent un peu de poivre, du poivre noir ou du poivre blanc. Bon, et souvent, il y a des choses que l'on mange depuis longtemps et ça fonctionne. Donc on a besoin de certaines huiles, c'est lipophile, et avec l'huile, ces aliments, eh bien, cela fonctionne bien pour les gens. Et ce que nous avons vu dans les études, c'est qu'il y a une série de propriétés bioactives et dans les cas d'inflammation et d'arthrose, c'est quelque chose qui est positif, qui fonctionne. Malheureusement, il y a des problèmes qui ne tolèrent pas bien la pépérine, qui sont allergènes au poivre noir. Et pour cela, il faut permettre que la curcuma entre dans la membrane et tout le monde n'arrive pas à tirer profit de cette combinaison entre le poivre et le curcuma. Quant au gingembre, dans la communauté médicale et nutritionnelle, c'est un de ces super aliments qu'on appelle les super aliments qui est utilisé par exemple pour les femmes enceintes lorsqu'elles ont des nausées. On l'utilise également pour les patients des dans l'os qui ont des nausées. Donc, bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'études rigoureuses sur l'utilisation du gingembre, mais pour la curcuma, je crois que ça existe. Ce n'est pas quelque chose que je vois en supplément en pilule, mais ceux qui prennent des comprimés ou des pilules de curcuma ne reçoivent pas autant de bénéfices. Bien sûr qu'il faut continuer avec le curcuma, c'est mieux. Ou alors quand on pense à la curcumine comme supplément, il faut faire attention. Donc je pense qu'on arrive à une dernière question. Est-ce que la gastro... est-ce qu'on peut avoir des veines avec la gastroporose? Alors, ça serait bien d'avoir le docteur Aziz avec nous, mais par rapport à mon expérience personnelle, quand je regarde les patients qui souffrent de cela, je dirais pour la gastroporésis, il y a des patients qui disent qu'avec la gastroporésis, ils présentent leur alimentation, on voit ce qui s'est passé chaque jour et ça leur permet de voir qu'est-ce qui donne lieu à ces poussées de la maladie. Est-ce qu'il y a des complications supplémentaires si en plus d'avoir le syndrome de Ehlers-Danlos, on est cœliaque? Alors, je ne sais pas si je parlerai de complications supplémentaires. Il est important de savoir qu'on peut avoir les deux maladies. Si on est cœliaque et on a ce problème, cela réduit nos options car il faut savoir ce qu'on va éliminer de notre régime alimentaire. Et le gluten n'est pas seulement dans le blé, c'est une molécule réactive que l'on peut trouver dans beaucoup d'aliments. Différents aliments. Et je ne parle pas de complications, mais le fait est que la maladie cœliaque affecte la membrane épithéliale dans l'intestin, mais il y a aussi des manifestations systémiques dans tout le système digestif. Nous voyons ces problèmes dans le CED, le syndrome d'Ehlers-Danlos, donc il faut faire attention. Bien sûr, est-ce qu'on peut perdre du poids d'une manière sûre? Bon, il faut avoir une approche multidisciplinaire. C'est important d'avoir un clinicien qui fait attention au régime restrictif quand on veut perdre du poids. Il faut que ce soit complet d'un point de vue nutritionnel. S'il y a des manques nutritionnels, il faut l'aborder bien sûr. Et c'est vrai que c'est difficile d'incorporer le régime d'exercice pour perdre du poids lorsqu'on a un régime alimentaire de restriction et si il faut avoir de combustible bien sûr pour réaliser nos exercices. C'est pour ça qu'il faut une approche multidisciplinaire avec un nutritionniste, un kiné et le médecin traitant. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons faire. Nous n'avons pas le temps pour plus de questions, mais merci à tous. S'il y a des questions, bien sûr, mettez-vous en contact avec notre helpline.
Et maintenant, nous passons au docteur Hakim pour la séance suivante.